Un mardi matin à 8h23, Vera appela sa petite sœur, comme tous les jours en allant au travail. Elles parlèrent de choses banales, la facture d'électricité exorbitante, la recette de gâteau que sa sœur voulait essayer, rien d'urgent. Vera dit qu'elle enverrait une photo du jardin de l'école plus tard. Il était magnifique et fleuri. L'appel dura 6 minutes. C'était la dernière fois qu'on entendit sa voix. Après cela, plus rien, et toute une famille qui tentait de comprendre où était passée cette femme si présente qu'elle ne pouvait pas simplement disparaître. Elle avait 56 ans et travaillait comme assistante administrative dans une école municipale depuis près de 20 ans. Elle était une présence constante dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. Vera n'était pas seulement présente, elle était le pilier de tous. Elle appelait sa mère tous les jours, sans exception, même sans avoir rien de particulier à dire. Ses appels duraient 20-30 minutes et portaient sur tout et n'importe quoi. Le déjeuner de sa mère, si elle avait pris ses médicaments, si elle avait besoin de quelque chose au supermarché. Elle envoyait de longs messages vocaux dans la conversation de groupe familial, parfois 5 ou 6 minutes, pour raconter sa journée, ce qu'elle avait vu dans la rue, une conversation entendue dans le bus, ou encore les actualités qu'elle avait lues et sur lesquelles elle souhaitait réagir. Elle se souvenait de tous les anniversaires. Elle était toujours la première à envoyer un message le matin, parfois même au beau milieu de la nuit, à minuit. Ces messages étaient affectueux et personnalisés, pas ces messages préécrits que tout le monde envoie. Elle avait toujours un conseil prêt à donner, même sans qu'on le lui demande. Si quelqu'un soulevait un problème au sein du groupe, Vera répondait par des suggestions, des paroles de soutien et l'énergie d'une personne sincèrement bienveillante et désireuse d'aider. Elle vivait seule, dans un petit appartement du quartier de son enfance, dans un vieil immeuble de 3 étages sans ascenseur. L'espace était exigu mais bien organisé, chaleureux, rempli de plantes dont elle prenait grand soin et de photos de famille disséminées sur les murs du salon et du couloir. Elle aimait passer ses dimanches avec ses frères et sœurs, les réunissant tous pour déjeuner, bavarder, se raconter leur vie et partager les dernières nouvelles. C'était généralement elle qui organisait tout, qui appelait le samedi soir pour confirmer qui venait, qui apportait quoi, qui avait besoin d'être conduit et à quelle heure chacun pouvait arriver. Ces dernières années, après une séparation difficile et le départ de ses enfants, désormais adultes et installés dans d'autres villes, Vera avait fait de sa famille le centre absolu de sa vie. Elle était toujours présente, toujours disponible, toujours là pour ceux qui avaient besoin de quelque chose. Personne n'aurait imaginé que cette présence puisse disparaître du jour au lendemain, laissant un vide que personne ne savait comment combler. Si ce type d'histoire muette vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Mais ces dernières semaines, quelque chose avait subtilement, mais perceptiblement, changé pour quiconque y prêtait attention. Vera semblait plus silencieuse lors des réunions du dimanche. Assise à table, elle mangeait lentement, mâchant sans se presser, les yeux rivés sur son assiette plutôt que sur les autres. Elle écoutait les conversations, mais y participait moins, comme si elle était physiquement présente, mais absente. Avant, elle était le centre de l'attention, racontant des histoires passionnantes, posant des questions sur la vie de chacun, lançant la conversation dès que le silence s'installait. Maintenant, elle ne souriait que de temps en temps, lorsqu'on racontait une anecdote drôle, hochait la tête pour approuver, mais restait plutôt dans un coin de la table, observant, distante. Sa sœur cadette, la plus proche d'elle, remarqua le changement un dimanche matin. Elle lui demanda si tout allait bien, si quelque chose s'était passé. Vera la regarda, esquissa un sourire fatigué et répondit qu'elle était simplement épuisée, que le travail à l'école était prenant, qu'il y avait beaucoup de paperasse, de rapports en retard et beaucoup de pression de la part de l'administration. Personne n'insista. Il était normal d'être fatigué. Il était normal d'avoir des périodes plus difficiles au travail. Tout le monde passe par là. Les messages vocaux dans la conversation de groupe familial étaient devenus plus courts et moins fréquents. Avant, Vera envoyait au moins un message vocal par jour, racontant quelque chose, partageant une observation ou une réflexion. Maintenant, 2 ou 3 jours s'écoulaient sans aucun message de sa part. Quand elle en envoyait un, c'étaient des messages de 30 secondes, des réponses objectives, sans cette énergie communicative qui la caractérisait, sans cet enthousiasme. Sa mère fit remarquer à midi que Vera appelait moins souvent qu'avant. Sa sœur suggéra qu'elle était peut-être occupée, que c'était juste une période de travail intense, que ça lui passerait vite. Tout le monde acquiesça et changea de sujet. Depuis 3 dimanches, Vera quittait le déjeuner plus tôt. Elle inventait des excuses qui semblaient plausibles. Un mal de tête qui s'intensifiait,
un rendez-vous oublié, une fatigue persistante. Elle disait au revoir rapidement, embrassait, tout le monde à la hâte, et partait avant même le dessert, avant le café, avant ce dernier moment où chacun s'attarde à table à bavarder tranquillement. Ses frères et sœurs trouvaient cela étrange et chuchotaient entre eux après son départ. Mais personne n'osait l'appeler pour lui demander ce qui se passait vraiment. Ils pensaient qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle traversait peut-être une épreuve personnelle qu'elle ne voulait pas partager, qu'elle parlerait quand elle serait prête. Ils respectaient son silence, sans se douter que ce silence était un cri étouffé que personne ne pouvait entendre. Les signes étaient là, disséminés au fil des jours et des semaines, mais elle les ignorait, les jugeant trop insignifiants pour annoncer quoi que ce soit de grave. Vera commença à manquer des rendez-vous qu'elle n'aurait jamais manqués auparavant, des rendez-vous qui faisaient partie de sa routine depuis des années. Elle manqua la fête d'anniversaire de sa nièce aînée, prévue plus d'un mois à l'avance. Elle envoya seulement un court message à la conversation de groupe familial à 19h, alors que la fête battait déjà son plein, pour s'excuser et dire qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait une forte migraine et qu'elle ne pouvait pas sortir. Sa nièce était contrariée, mais elle dit comprendre. Elle annula un déjeuner avec ses collègues, un rendez-vous qui avait lieu chaque dernier vendredi du mois depuis plus de 5 ans. Elle envoya un message à leur groupe la veille, prétextant un imprévu familial, une urgence à régler, et qu'elle ne pouvait pas venir. Ses amis lui dirent que ce n'était pas grave, qu'elle devait prendre soin d'elle, et qu'elle se reverrait le mois suivant. Elle a cessé de publier sur les réseaux sociaux, une habitude qu'elle avait prise presque quotidiennement. Des photos de ses plantes sur son balcon, du ciel en fin d'après-midi, de l'école où elle travaillait, des citations inspirantes qu'elle trouvait belles. Son profil est resté inactif, sans mises à jour, sans « j'aime » sur les publications des autres, sans aucun signe de présence numérique. Sa sœur cadette l'a remarqué au bout de quelques jours et a trouvé cela étrange, pensant que Vera faisait simplement une pause des réseaux sociaux, comme beaucoup le font lorsqu'ils sont submergés. Elle lui a envoyé quelques messages pendant la semaine via WhatsApp, des choses simples pour tenter d'engager la conversation. Vera répondait, mais avec des phrases de plus en plus courtes et sèches, loin des longs échanges détaillés habituels. « Je vais bien, on en reparlera tranquillement plus tard. Je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. » Rien de suffisamment alarmant pour que quiconque ait envie de tout laisser tomber, d'aller chez elle, de frapper à sa porte et de lui demander ce qui se passait vraiment, de la regarder droit dans les yeux et d'attendre la véritable réponse. Au travail, ses collègues remarquèrent aussi des changements dans le comportement de Vera. Toujours sociable, elle discutait avec tout le monde, déjeunait en groupe à la salle des professeurs. Désormais, elle mangeait seule, enfermée dans son bureau, évitant les longues conversations dans les couloirs, et partait rapidement à la fin de la journée sans dire au revoir, sans ce rituel de passer dans les classes pour saluer tout le monde. Une collègue qui travaillait avec elle depuis plus de 10 ans le remarqua et alla la voir pendant une pause. Elle lui demanda, prudemment si elle allait bien, si elle avait besoin de parler. Vera leva le visage, esquissa un sourire triste, et répondit que oui, qu'elle allait bien, que ce n'était qu'une mauvaise passe, rien de grave, que ça passerait vite. Sa collègue n'insista pas, pensant qu'il s'agissait d'un problème personnel, quelque chose d'intime, et que Vera en parlerait quand elle le voudrait et se sentirait à l'aise. Mais Vera ne dit rien. Elle continua simplement à s'isoler, lentement, silencieusement, construisant un mur invisible entre elle et le monde que personne ne remarqua jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle commença à faire des choses qui paraissaient normales en apparence, mais qui avaient une toute autre signification pour ceux qui savaient les lire entre les lignes. Il rangea l'appartement comme jamais auparavant, avec une méticulosité quasi obsessionnelle. Il passa un week-end entier à vider des placards qu'il n'avait pas ouverts depuis des années, à trier les vêtements qu'il ne portait plus, à tout plier soigneusement et à les ranger dans des cartons étiquetés « pour don ». Il vida les tiroirs, jeta les vieux papiers et classa les documents par ordre d'importance. Il laissa les documents importants dans un dossier rouge sur la table du salon, bien en vue, avec un mot manuscrit collé dessus, si quelqu'un en a besoin. Il paya toutes les factures de l'appartement en avance, même celles qui étaient dues 3 ou 4 mois plus tard. Il alla à la banque en personne et régla tout d'un coup. Sa sœur lui rendit visite un samedi après-midi à l'improviste, comme elle le faisait parfois. En entrant dans l'appartement, elle le trouva étrange. La maison était étrangement rangée, presque vide d'effets personnels, comme si Vera se préparait à un déménagement ou à un long voyage. Il lui demanda si elle partait en voyage, si elle déménageait, s'il s'était passé quelque chose. Vera répondit que non,
qu'elle rangeait simplement parce qu'elle aimait que chaque chose soit à sa place, que le désordre la gênait et qu'elle avait décidé de tout ranger d'un coup. Sa sœur trouva la réponse raisonnable, but le café que Vera lui offrait et partit 1 heure plus tard. Elle n'en reparla plus. Vera commença aussi à dire au revoir différemment, avec plus d'intensité, plus lentement. Lors de ses dernières rencontres avec la famille, elle étreignait les gens plus longtemps que d'habitude, prolongeait l'étreinte de quelques secondes, serrait fort, comme pour conserver ce sentiment à jamais. Elle plongeait son regard dans celui des gens avec une intensité nouvelle, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail de leur visage. Sa mère fit remarquer à l'une de ses filles que Vera était trop affectueuse, que ce n'était pas dans ses habitudes d'être aussi démonstrative. Mais personne n'imaginait que ses adieux seraient si lents et silencieux. Le lundi précédant sa disparition, Vera passa à l'improviste chez sa mère, chose qu'elle faisait rarement en semaine, son travail l'accaparant entièrement. Elle resta là près de 2 heures, assise sur le canapé à côté de sa mère, regardant la télévision en silence, lui tenant la main. Elle ne disait presque rien, juste présente, silencieuse. Au moment de partir, elle serra sa mère fort dans ses bras, la serrant contre elle, et murmura d'une voix étranglée par l'émotion « Je t'aime ». Sa mère, émue, trouva ce geste magnifique, lui rendit son étreinte et lui dit qu'elle l'aimait aussi. Mais elle ne perçut pas. Le désespoir caché dans ses mots, elle ne comprit pas que c'était un adieu. Mardi matin, Vera se réveilla tôt comme à son habitude, même les jours où elle était épuisée. Elle prit une longue douche, s'habilla soigneusement, se parfuma et mit les petites boucles d'oreilles en argent que sa mère lui avait offertes des années auparavant. Seule dans la cuisine, elle but son café, le regard perdu dans la rue déserte qui commençait à s'éveiller. Elle attrapa son grand sac en cuir marron, son téléphone, portable chargé et ses clés de voiture. Elle jeta un dernier regard à l'appartement, ses yeux parcourant les pièces, les murs, les plantes, comme pour lui dire adieu en silence. Elle sortit, verrouilla soigneusement la porte, vérifia 2 fois la poignée pour s'assurer qu'elle était bien fermée, puis descendit lentement l'escalier en se tenant à la rampe. Elle monta dans sa voiture, une vieille berline argentée qu'elle possédait depuis près de 10 ans, démarra le moteur et ajusta le rétroviseur. Avant de partir, elle resta quelques minutes dans le garage, les mains sur le volant, contemplant l'immeuble où elle habitait, respirant profondément comme pour se préparer à quelque chose de difficile et d'inévitable. Puis, elle partit, parcourant lentement les rues du quartier qu'elle connaissait par cœur, chaque coin de rue, chaque feu rouge, chaque boulangerie, chaque place. À 8h23, alors qu'elle roulait sur l'avenue principale en direction du centre-ville, elle appela sa petite sœur. Celle-ci répondit aussitôt, de cette voix enjouée et pleine de vie qui caractérise quelqu'un qui commence bien sa journée, et les 2 sœurs se mirent à parler de choses tout à fait banales. La facture d'électricité, arrivée avec un montant exorbitant et dont sa sœur se plaignait, la recette de pain de maïs à la goyave qu'elle voulait essayer ce week-end et pour laquelle elle avait demandé l'avis de Vera sur les ingrédients, le temps qui changeait et se rafraîchissait. Vera semblait tout à fait normale, parlant de ce ton familier et immuable que sa sœur aurait reconnu entre 1000, mais il y avait quelque chose de subtil dans ses pauses, une lenteur dans ses réponses, une hésitation entre ses phrases que sa sœur ne parvint pas à identifier sur le moment, mais qu'elle comprendrait plus tard, en repassant la conversation 1000 fois dans sa tête. Vera raconta qu'en arrivant à l'école, elle enverrait une photo du jardin dont les élèves s'occupaient, que les fleurs avaient éclos cette semaine-là, et que tout était magnifique et coloré. Sa sœur dit qu'elle avait très envie de le voir, qu'elle adorait les photos que Vera envoyait, qu'elle avait un don pour ce genre de choses. Elles se dirent au revoir d'un rapide « je t'aime », machinalement, de ce qu'on prononce sans trop réfléchir, par habitude, parce que ça a toujours été comme ça. L'appel dura exactement 6 minutes. C'était la dernière fois que la voix de Vera résonnait entre les mains de quelqu'un qui l'aimait. Si vous avez déjà constaté un silence similaire, laissez un commentaire ou abonnez-vous. Son portable resta allumé toute la matinée, connecté à Internet avec un signal normal. À 10h, sa sœur lui envoya un message enthousiaste pour savoir si Vera avait réussi à prendre la photo du jardin qu'elle lui avait promise. Le message fut distribué instantanément, les 2 coches bleues indiquant qu'il avait été lu, mais il n'y eut pas de réponse. Sa sœur n'en fut pas trop surprise, imaginant que Vera était occupée, en réunion, avec quelqu'un. À 11h30, sa mère appela Vera sur son portable, comme elle le faisait presque tous les jours à cette heure-ci.
Le téléphone sonna plusieurs fois, mais personne ne répondit. Elle tomba sur la messagerie vocale et la voix enregistrée de Vera invitait à laisser un message. Sa mère n'en laissa pas, pensant qu'elle était occupée et qu'elle rappellerait bientôt. Elle réessaya à midi, réalisant que Vera n'avait pas rappelé. Même chose, ça sonna et ça tomba sur la messagerie. À 13h, déjà un peu inquiète, sa sœur rappela. Rien, directement sur la messagerie. Elle envoya un message pour demander si tout allait bien, si son portable était déchargé. Les messages furent distribués mais non lus. Dans l'après-midi, vers 15h, les appels aboutissaient directement sur la messagerie vocale sans même sonner, comme si le portable était complètement éteint ou sans réseau. La sœur commença à ressentir une angoisse grandissante, mais essaya de se calmer, se disant que Vera avait peut-être oublié son portable à la maison, ou que la batterie était à plat, et qu'elle n'avait aucun moyen de le recharger. À 16h, la mère, ne supportant plus son anxiété grandissante, appela l'école municipale où travaillait Vera. La secrétaire, une jeune femme polie, répondit. Elle demanda à parler à Vera. La secrétaire resta silencieuse quelques secondes, puis annonça que Vera était absente ce jour-là. Elle n'avait pas prévenu de son absence, n'avait pas fourni de justificatif médical, n'avait donné aucune explication. Elle n'était tout simplement pas venue travailler. C'était totalement inhabituel de sa part, complètement anormal. Vera était extrêmement responsable, jamais absente sans prévenir, et ne laissait jamais rien en suspens. La mère sentit son estomac se nouer. Un frisson la parcourut. D'une voix tremblante, elle les remercia et raccrocha. Aussitôt, elle appela la sœur de Vera et lui raconta sa découverte d'une voix désespérée. Les deux femmes décidèrent de se rendre directement à son appartement pour voir ce qui se passait. En chemin, elles appelèrent Vera plusieurs fois sur son portable, l'une après l'autre, espérant par miracle qu'elle réponde et leur explique tout. Rien, seulement sa messagerie. Arrivées à l'immeuble, la voiture de Vera n'était pas dans le garage, à sa place habituelle. Elles montèrent les escaliers en courant, sonnèrent plusieurs fois de suite, frappant à la porte entre chaque sonnerie. Personne ne répondit. Un silence absolu. Elles demandèrent au concierge, un homme d'une 60aine d'années qui connaissait Vera depuis des années, d'ouvrir l'appartement. Il hésita, disant que ce n'était pas possible, que c'était contraire au règlement. Mais voyant le désespoir se lire sur les visages des deux femmes, la mère les yeux embués de larmes suppliant, il céda et prit le double des clés qui se trouvaient à la réception. Il ouvrit lentement la porte. L'appartement était trop rangé, trop organisé, presque impersonnel, comme s'il était inhabité. Tout était propre, tout était à sa place, tout était silencieux. Mais Vera n'était pas là. Rien n'indiquait qu'elle était rentrée après être partie le matin. La voiture de Vera a été retrouvée 3 jours plus tard sur un parking public près de la gare routière, garée à l'arrière, appuyée contre un mur. Elle était verrouillée, sans aucune trace de violence, ni rayures, ni vitres brisées, rien d'anormal. Les clés étaient à l'intérieur, sur le siège conducteur, comme si elle les avait laissées là intentionnellement. Le grand sac en cuir marron était dans le coffre, ouvert, avec son portefeuille contenant des papiers, sa carte d'identité, son CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, son permis de travail, ses cartes de crédit et de débit, et de l'argent liquide, le tout intact. Le téléphone portable n'a jamais été retrouvé. La police est parvenue à retracer le dernier signal émis par l'appareil grâce à l'opérateur. Le téléphone avait été éteint, sa batterie était déchargée ou il avait été détruit, vers midi ce mardi-là, peu après la dernière tentative d'appel de la mère. Les caméras de sécurité de la gare routière, anciennes et de très mauvaise qualité, ont filmé une femme ressemblant à Vera entrant dans le hall principal vers 9h30 du matin. Elle marchait lentement, seule, sans bagages, sans sac à dos, les mains vides à l'exception du sac en bandoulière. Elle passa devant les guichets, s'arrêta devant le panneau électronique affichant les horaires et les destinations des bus, et resta là quelques minutes, le regard levé, comme si elle hésitait. Mais aucune trace d'achat de billets, aucune compagnie de bus ne la connaissait. Après ces images du panneau, les caméras l'ont complètement perdue de vue parmi les centaines de personnes qui circulaient dans la gare routière ce mardi matin-là. C'était comme si elle s'était fondue dans la foule et avait disparu sans laisser de traces. Sa famille a placardé des affiches avec la photo de Vera dans toute la ville, les a collées sur les lampadaires, les arrêts de bus, les marchés et les pharmacies. Ils ont lancé des appels à l'aide sur les réseaux sociaux, demandant des partages, la moindre information.
Ils ont accordé des interviews poignantes à la presse locale et aux chaînes de télévision spécialisées dans les disparitions. Ils ont offert une récompense à quiconque aurait le moindre indice. Rien. Aucun lien utile. Aucune information concrète. Aucun signe de l'endroit où Vera pourrait se trouver. Amis d'enfance, collègues de travail de toutes les années, connaissances de l'école, tous ont été interrogés par la police et la famille. Tous ont dit exactement la même chose, à quelques nuances près. Vera était plus silencieuse ces dernières semaines, plus distante émotionnellement, mais personne, absolument personne, n'imaginait qu'une chose aussi grave puisse se produire dans sa vie. Sa sœur n'arrête pas d'écouter. Cet enregistrement. Il a demandé à l'opérateur téléphonique de le diffuser. Chaque jour, plusieurs fois par jour, il écoute ces 6 minutes de conversation banale sur les factures d'électricité et les recettes de gâteaux. Il cherche désespérément un signe caché dans les mots, un indice dans les silences, un sens entre les lignes. Mais il ne trouve toujours rien d'autre que la voix fatiguée de Vera parlant de choses ordinaires. Leur mère ne s'en est jamais remise. Il est tombé dans une profonde dépression, a cessé de sortir de chez lui et passe des heures à regarder de vieilles photos. Il répète à qui veut l'entendre, à qui a la patience de l'écouter, qu'il aurait dû remarquer les signes, qu'il aurait dû poser plus de questions, qu'il aurait dû insister, qu'il aurait dû aller chez sa fille et ne pas se contenter de ce « je suis juste fatigué » comme réponse. Les frères et sœurs portent le poids de la culpabilité d'avoir trop respecté son silence, de ne pas avoir osé s'immiscer dans cet espace alors qu'il était encore temps. Les fleurs du jardin de l'école continuaient de fleurir. La photo n'a jamais été prise.